Aujourd'hui, on va commencer le troisième cours du club de jardinage français LSQ. On va parler de la planification du potager. Donc, l'ordre du jour, premièrement, on va parler des bases de la planification. Ensuite, on va parler des dates d'entrée et des sorties des plantes au potager. Et on va parler des générations qui vont nous aider à profiter de la saison de culture. Puis, il va y avoir des tableaux assignés à ces deux parties-là. Et ensuite, on va parler de croquis du potager et des contenants. Puis, on va vous montrer à l'ado, nous, qu'est-ce qu'on fait. Puis, on va prendre un moment pour regarder, vous, qu'est-ce que vous avez la possibilité de faire. Premièrement, les bases de la planification. Donc, pourquoi est-ce qu'on veut prendre le temps de planifier son jardin? Eh bien, ça nous aide à profiter de la saison parce que on peut prendre le temps de vraiment choisir les plantes qu'on veut, puis maximiser la quantité qu'on peut faire sur notre espace, puis récolter à différents moments. Donc, organiser quand est-ce qu'on va manger, parce que parfois, on peut être un peu mal pris, puis là, tout avoir nos tomates en même temps, tout avoir nos légumes en même temps, puis peut-être en perdre, que ça se gaspille. Alors, on peut organiser les moments qu'on va avoir des choses qui vont sortir au jardin. Et puis aussi, pour respecter nos limites, à l'aide de faire notre planification culturelle, parce qu'on doit respecter notre espace, notre temps, notre budget, puis l'énergie qu'on a aussi à mettre dans ce jardin-là, et aussi pour respecter la nature. On va voir ça plus tard. Donc, il y a des facteurs qui vont nous aider à prendre des décisions. Puis, c'est ces possibilités-là qui vont changer la façon qu'on fait nos choix, ça va modifier nos objectifs, puis ça va nous montrer quelles sont nos limites. Donc, un petit truc, c'est de commencer petit parce que ça nous permet de profiter au maximum d'un petit espace. Puis, à chaque année, on peut grandir. Puis, notre expérience grandit. Puis aussi, après ça, l'étendue de notre jardin peut grandir avec nos connaissances. Donc, on va voir les 9 facteurs dans les moments qui suivent. Le premier, c'est le temps d'entretien. Ensuite, nos besoins en légumes, notre budget, la faune et la flore existantes. Donc, faune, c'est tout ce qui a rapport avec le monde animal, puis flore, c'est le monde végétal, les plantes, qui sont déjà sur notre terrain. Donc, ça, c'est à considérer. Ensuite, on va parler de l'espace disponible chez nous et quels sont les meilleurs sites, puis comment les trouver. On va parler du soleil, du vent, des types de sol et le choix des contenants que ça va nous faire devoir choisir parce qu'il faut y aller avec le genre de sol qu'on a. Puis ensuite, on va parler de circulation et ergonomie. Puis là, quand je dis circulation, c'est notre facilité à nous déplacer dans notre jardin. Puis l'ergonomie, c'est le confort, la sécurité, la disposition des choses pour que ça soit plus facilitant. Alors, le temps d'entretien. Nous, on va vous présenter l'espace au mètre carré, puis par personne, il est proposé d'avoir, par exemple, pour nourrir une personne, Mélanie Grégoire, qui est une horticole assez populaire au Québec. Là. Moi, je la trouve vedette, je l'aime beaucoup. Donc, elle propose par semaine, pour une personne, 15 minutes de travail d'entretien. Alors, une personne qui aurait un carré de 1 mètre par 1 mètre aurait 15 minutes d'investissement de son temps à mettre. Ensuite, 2 personnes qui voudraient un jardin de 3 mètres carrés, donc 1 mètre par 3 mètres, ça serait 30 minutes. Alors, à chaque fois que ça double de taille, le temps va doubler à peu près. Donc, on peut imaginer pour 8 personnes, il y aurait besoin de 32 mètres carrés, puis ça serait 4 mètres par 8 mètres, donc c'est plus long, et ça prendrait 1h30 d'investissement par semaine. Donc, il faut penser à ça quand on se crée un jardin, surtout quand c'est en pleine terre, par exemple, là. Mais en pot aussi, là, ça va nécessiter un certain temps d'investissement. Ensuite,
On a à vérifier quels sont nos besoins en légumes. Alors, qu'est-ce que vous voulez mettre cette année dans votre jardin ou dans vos pots? Est-ce que vous voulez découvrir des nouveaux légumes? Ici, dans la présentation, on voit un chou romanesco. Donc, ça, c'est la... Cette année, j'ai vu ça à l'épicerie. J'ai goûté, c'est bon, je vais essayer d'en faire chez nous. Donc, est-ce qu'il y a des choses que vous voulez découvrir ou des genres de plantes que vous voulez vous pratiquer à être super bon à cultiver? Donc, est-ce que vous voulez vous concentrer sur une plante en particulier? Aussi, est-ce que vous voulez manger frais, donc aller cueillir et tout de suite le manger? Ou est-ce que vous voulez faire des conserves, par exemple, des cornichons? Il y a différentes méthodes de conservation. Les tomates qu'on peut mettre en canage. Donc, est-ce que vous voulez manger frais ou conservé? Donc, il y a des variétés qui sont meilleures pour les conserves. Alors, il faut penser à ça. Puis ensuite, pour voir c'est quoi vos besoins en légumes, il est recommandé de faire une liste et des croquis. Donc, quand vous allez en centre jardin, ayez déjà avec vous votre liste parce que parfois, on peut partir un peu fou puis là, s'acheter tout plein de choses, mais finalement, on arrive chez nous puis on n'a pas l'espace nécessaire. Donc, ça l'aide à se faire un dessin, un peu comme vous pouvez voir dans la présentation, un dessin avec la représentation de la taille du plan adulte. Comme ça, on peut voir exactement quelle superficie on a, puis ça nous aide à faire notre plan. Donc, il va y avoir des tableaux, plus tard on va en parler, pour vous aider à faire ces choix-là. Donc, par rapport à vos besoins en légumes, exactement, il va falloir que vous suiviez les recommandations sur votre paquet de semis. Donc, lorsque vous regardez dessus, vous pouvez voir à quelle profondeur vous devez mettre votre graine, mais aussi à quel espacement vous devez mettre vos plants adultes ou lorsque vous le mettez au jardin, quel espace ça a besoin pour bien pousser sans être étouffé. Donc, on a plusieurs tableaux dans le Trello pour vous aider avec cela. Puis, si jamais vous avez des questions, vous pouvez toujours nous écrire un courriel. On peut voir ici, il y a un petit exemple, là, qu'il y a des choses qui méritent beaucoup d'espace. Donc, les cocombes, ça s'étend. Ça va avoir besoin de 115 cm, les piments, 60 cm. Donc, ça a besoin d'un espace. Alors, vous pouvez regarder dans la photo ici, la dame qui est en train de travailler très fort. On voit qu'il y a des plants espacés, puis sont plus adultes. Puis à côté, on peut voir, là c'est petit, mais on peut voir des petits bébés plants qui s'en viennent. Parce qu'ils sont petits, elle les a pas mis un à côté de l'autre. Elle a pris en compte que plus tard, ils vont être grands. Donc, elle les a laissés assez espacés les uns les autres. Alors ça, c'est quelque chose à considérer. Puis ensuite, comme mentionné la semaine dernière, le budget. Alors, la première année, ça peut être un peu plus cher parce que c'est un investissement. On commence à se fournir de matériel nécessaire. On l'a mentionné au cours passé. Vous pouvez vous référer aussi à la présentation de la semaine dernière. On définit le matériel encore plus en détail. Mais quelque chose qui aide beaucoup, c'est de recycler des pots qu'on a chez nous. Alors, les pots de crème glacée, des pots de yogourt avec des trous dans le bas. Nous autres, ici, on a pris un contenant de lait, puis on a fait des trous à la perceuse. Donc, ça l'aide à économiser. Puis aussi, il y a du matériel optionnel qui peut devenir assez cher. Donc, il faut considérer ça dans notre planification culturelle. Est-ce que je vais avoir besoin d'une serre? Est-ce que je vais avoir besoin d'un tapis chauffant? Donc, il y a des petites astuces là qu'on peut avoir. Par exemple, recycler des contenants d'épinards. Donc, on voit que ça peut faire comme une mini-serre. Ça l'a vraiment gardé au chaud, gardé humide, puis ça nous a aidé beaucoup dans notre pouponnière à semis. Donc, il y a toujours du moyen d'économiser en récupérant des choses. Ensuite, on va considérer la faune et la flore qui existent déjà sur notre terrain. Puis ça va nous aider à faire nos choix. Qu'est-ce qu'on veut faire pousser? Où? Et est-ce qu'on doit les protéger d'une certaine façon? Donc, par exemple, si vous vivez en quelque part où est-ce qu'il y a des arbres et que vous voulez faire un jardin à côté d'un arbre, considérez que l'arbre
qui est dans ses feuilles est aussi gros que ce qui est en dessous. Donc, le système de racines est aussi gros que ce que vous pouvez voir à l'extérieur. Alors, des fois, on peut être surpris, mais les racines s'étendent vraiment loin. Puis, ça peut faire une concurrence, une compétition des racines qui sont dans le sol, puis de ce que vous voulez pousser. Puis aussi, l'arbre va créer de l'ombre. Alors, il faut considérer qu'il y a des choses qui vont peut-être souffrir de cette ombre-là. Il y a des choses aussi qui peuvent en profiter. Alors, peut-être que vous allez vouloir mettre des laitues un peu plus à l'ombre, proche d'un arbre, dans un pot, mais quelque chose plus loin peut être dans la terre et profiter du soleil. Donc, il faut considérer comment la nature autour de nous va affecter notre jardin. Ensuite, on va considérer les mauvaises herbes, hein? Et les plantes indigènes. Donc, indigènes qui veut dire les plantes qui viennent d'ici naturellement, qui arrivent. Donc, les mauvaises herbes, on les appelle mauvaises, mais souvent, ils ont une fonction. Puis, ce sont des plantes qui vont juste être là naturellement et qui possiblement règlent des problèmes. Donc, ils ont leur raison d'être, ces mauvaises herbes-là. Et souvent, on apprend que c'est une mauvaise herbe, mais finalement, si on fait une recherche, on s'aperçoit que c'est comestible. Par exemple, le pissenlit, on peut faire des salades avec le pissenlit. Et, en fait intéressant, la racine du pissenlit, pas loin, tu sais, donc c'est une racine pivotante qui va aller détasser le sol. Donc, par exemple, dans une terre très compacte, la racine de pissenlit va faire un beau travail de délousser le sol. Puis, on va voir plus tard que cultiver dans un sol compact, c'est pas approprié pour plusieurs types de plantes. Donc, on veut essayer de délousser ça. Alors, les pissenlits deviennent comme nos alliés. Donc, il faut considérer, est-ce que je veux prendre tout le temps d'enlever les pissenlits ou peut-être qu'ils sont en train de m'aider? Donc, il faut penser à ça lorsqu'on considère la flore qui se trouve dans notre jardin. Puis, finalement, la faune. Donc, est-ce qu'on a des lapins? Est-ce qu'on a des chevreuils qui vont venir manger les bourgeons de nos arbres? Est-ce qu'ils vont venir manger nos cultures? Donc, est-ce que j'ai des ratons? Tu sais, il faut penser à les visiteurs qui peuvent s'en venir. Puis ensuite, se dire, est-ce que je veux cultiver dans ce coin-là ou est-ce que je devrais me faire une clôture? Combien d'efforts ça va me prendre pour protéger mon jardin? C'est toutes des choses qu'il faut considérer. Et puis ensuite, on considère l'espace disponible. Donc, quels sont les meilleurs sites pour nous? Alors, on va penser à l'ensoleillement, la durée du soleil. Combien de soleil? Est-ce qu'il est très fort? Est-ce qu'il est là longtemps? On va considérer aussi la force du vent et le type de sol et puis notre accès à l'eau. Est-ce que c'est facile pour nous d'arroser notre jardin? Ou est-ce que je pourrais me développer un système avec un long tuyau d'arrosoir? Alors, c'est toutes des choses à considérer. Et pour les personnes qui ont un grand espace, par exemple une cour, il y a un petit truc intéressant. Vous pouvez consulter Google Maps, puis un outil intéressant utilisable. Là, vous pouvez cliquer à la droite, puis aller chercher une option pour mesurer des espaces. Alors, vous pouvez vraiment aller d'un point à l'autre, puis mesurer c'est quoi, par exemple, au mètre carré que vous avez là. Donc, c'est un outil intéressant. Puis, si vous voulez l'essayer, on peut se prendre un rendez-vous Zoom puis le pratiquer. Et aussi, on a une carte, vous avez la possibilité d'utiliser la carte interactive de la ville de Gatineau. Puis, si vous ne vivez pas dans Gatineau, bien, vous pouvez utiliser votre plan de maison dans votre certificat de localisation, ça devrait y être. Donc, il y a différentes façons qu'on peut mesurer l'espace qu'on a. Si vous voulez vraiment y aller, puis vous aider dans vos dessins et vos croquis, vous pouvez utiliser des outils comme ça. Si jamais vous avez des questions par rapport à ça, on peut faire des tests ensemble, se prendre un rendez-vous Zoom. Ensuite, on va considérer le soleil. Donc, les solanacées, ce sont les tomates, les aubergines, les poivrons, puis les pommes de terre, les patates.
Donc, souvent, ça va nécessiter plus que 6 heures de soleil. Ça, c'est quelque chose qui aime la chaleur, qui aime être au soleil. Et donc, c'est parfait quand vous n'avez pas d'ombre. C'est parfait quand vous avez beaucoup d'ensoleillement tout le long de la journée. Souvent, ça va être des légumes à fruits, là. Donc, ça pousse mieux quand il y a beaucoup de soleil. Mais si vous avez de l'ombre, si vous êtes sur un balcon, puis un moment donné, le soleil, il est parti, eh bien, ça veut dire que vous allez cultiver à la mi-ombre. Et il y a des cultures qui survivent vraiment bien à la mi-ombre. Ce sont les cultures plus délicates comme les laitues. Parce que les laitues, s'ils sont trop à la chaleur, elles vont tout de suite monter en graines. Ça veut dire qu'elles vont faire un dernier effort de reproduction, puis ça va plus donner des feuilles à manger, ça va donner les graines. Donc, pour éviter qu'elles maturent trop vite, on va la laisser dans un environnement plus ombragé. Donc, c'est parfait si vous avez moins de soleil. Il y a aussi les choux qui font ça, qui ont besoin de mi-ombre, qui survivent très bien. Et puis, il y a les fines herbes qui fonctionnent très bien à la mi-ombre. On voit ici qu'il y a eu quelqu'un de très créatif qui a utilisé on dirait des cannes de café, donc qui ont été attachées avec un plastique sur les rails de son balcon. Alors, c'est une option aussi que vous pouvez faire chez vous. Donc, pour considérer l'ensoleillement, ce que je vous propose, ça serait de prendre des photos du même endroit à des moments différents de la journée. Donc, placez-vous sur votre balcon, par exemple, ou devant votre terrain, puis toujours prendre une photo dans le même angle. Comme ça, vous pouvez voir le soleil qui passe, puis savoir exactement, cet espace-là, c'est plein soleil toute la journée, ou, bon, cet espace-là, il y a une clôture qui fait de l'ombre. Donc, prenez des photos, puis vous pouvez mieux décider de placer vos choses. Ensuite, on va parler du vent. Donc, il faut considérer la forme de notre terrain, puis le vent, il vient d'où? Parce que, par exemple, à l'ado, ici, on a une petite pente. Donc, il faut considérer que la chaleur monte et le froid descend. Donc, le vent froid va affecter les cultures qui sont plus en bas. Il va falloir considérer que c'est plus frais. Et aussi, le vent froid, ben, il peut déranger les plantes parce qu'une plante, elle a comme une petite poche de chaleur naturelle. Puis là, si le vent, il passe toujours dedans, ça peut affaiblir notre plant, puis peut-être qu'il ne produira pas autant. Donc, il faut penser au vent, puis possiblement s'aider avec des clôtures ou un genre de pare-vent qu'on peut construire. Si on est sur un balcon, des fois, on n'a juste pas de vent à cause d'un mur ou quelque chose, donc c'est parfait. À noter, le basilic, c'est un peu comme la diva des cultures. Il est comme très capricieux, là. Alors, il y a des grands besoins particuliers, puis il n'aime vraiment pas le vent. Donc, si vous êtes dans un endroit très espacé, je vous avertis, très venteux, pardon. Si vous êtes dans un espace très venteux, le basilic ne sera pas content. Donc, protégez-le comme il faut. Puis ensuite, on va penser à notre type de sol et ça va influencer nos choix de contenants. Dans quoi est-ce qu'on va cultiver? Alors, premièrement, on va examiner le type de sol qu'on a. Est-ce qu'il est contaminé? Est-ce qu'il y a quelque chose dans le sol qui n'est pas bon pour nous, qui nous empêche de faire de la culture en pleine terre? Ça, il faut y penser. Aussi, est-ce que le sol est très dur et compacté? Donc, si oui, si on arrive mal à aller creuser, bien, peut-être alors il serait mieux de cultiver dans des bacs surélevés. Comme ça, on remplit de terre, puis les racines ont assez d'espace, puis ont de la bonne terre lousse pour pousser. Ou on peut cultiver en jardinière. Donc, on a un exemple ici de quelqu'un qui s'est installé ses fines herbes. On dirait un balcon, là. Donc, ça n'a pas besoin de très, très profonde terre, ces plantes-là. Alors, la qualité de notre sol, la texture de notre sol va influencer nos choix de contenants. Mais si la terre est en bon état, puis qu'on peut cultiver par terre, alors qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là?
on va regarder, est-ce que le sol est léger ou lourd? Un sol lourd, c'est un sol qui est souvent riche en argile, qui va être très compact. Ça retient bien l'eau, donc ça l'évite d'avoir à arroser trop souvent, ce qui nous sauve du temps. Mais en même temps, c'est fun parce que ça retient les nutriments. Parfait. Sauf que ça se compacte tellement que ça peut empêcher les racines d'avoir de l'oxygène, donc ça les étouffe. Alors, ça a ses désavantages d'avoir un sol trop lourd. À l'inverse, un sol léger, c'est un sol qui est plus riche en sable. Donc, il s'effrite vraiment facilement quand on le prend dans nos mains. Puis ça veut dire que c'est un sol bien aéré. L'eau va y rentrer facilement, rapidement. Parfait. Mais parce que l'eau y rentre tellement facilement, ça va comme rincer les nutriments dans le sol. Donc, nos plantes, c'est comme si ça enlève le garde-manger pour nos plantes. Alors, c'est pas préférable non plus. Il faut un équilibre entre les deux. Donc, comment est-ce qu'on fait pour savoir est-ce que notre sol est lourd ou léger? On peut faire un test de composition. Alors, il y a premièrement le test du boudin. Vous pouvez prendre une motte de terre, puis la rouler entre vos mains, puis voir est-ce que ça fait un beau boudin tout long? Est-ce que ça se défait? Est-ce que c'est complètement sablonneux? Ça se défait au complet? Donc, ça, c'est visuellement, vous pouvez voir la composition de votre sol. Mais il y a un autre test ici qui est intéressant à faire. Puis, c'est le test du bocal. Alors, vous prenez une quantité de terre et de votre sol et vous le mettez dans un bocal en verre avec de l'eau, puis vous le brassez un peu. Puis, 24 heures après, vous regardez comment ça s'est divisé. Alors, en haut, ça va être la matière organique. En bas, ça va être l'argile. Ensuite, au milieu, vous allez voir le limon. Ça, c'est une autre constituant de la terre, du sol. Puis, en bas, vous allez avoir le sable. Donc, si c'est une terre très légère, un sol léger, pardon, vous allez voir qu'il y a beaucoup de sable. Si c'est un sol qui est lourd, il va y avoir beaucoup d'argile. Donc, ça l'aide de faire ce test-là parce que vous pouvez visuellement voir la composition de votre sol. Ça, c'est pour les personnes qui vont cultiver en pleine terre. Quand on parle de type de sol, il faut vérifier aussi la profondeur qu'on a en faisant un trou. Alors, on fait un trou et on regarde à quel point est-ce qu'on peut rentrer dans la terre parce qu'il y a différentes plantes qui nécessitent différentes profondeurs. Les racines vont s'étendre loin dans la terre ou peut-être juste en surface. Donc, il faut savoir, est-ce que j'ai une terre qui me permet de cultiver jusqu'en profondeur? Il y a par exemple la citrouille qui a besoin de beaucoup d'espace pour ses racines, puis s'étend très loin dans le sol. Alors, c'est important de mesurer, dans le fond, jusqu'à quel point est-ce que les racines pourraient pénétrer. Puis ça va changer vos choix de plantes. Par exemple, la pomme de terre, c'est pas si profond, mais la tomate, oui. Alors, il faut penser à toutes ces choses-là. Puis ensuite, eh bien, si le sol n'est pas très profond, vous pouvez cultiver des plantes à racines superficielles là, qui n'ont pas besoin d'aller loin. Puis, vous pouvez ajouter un cadrage en bois, par exemple, ou en pierre autour de votre carré, puis rajouter de la terre. Comme ça vous donne quelques pouces de plus pour cultiver. Donc, c'est une idée pour ceux qui sont en pleine terre chez eux, rajouter un cadre puis rajouter de la terre. Ça donne plus d'espace pour les racines. Et puis, finalement, le dernier facteur à considérer quand on planifie notre saison, c'est de penser à la circulation, notre confort et l'ergonomie. Donc, dans le fond, est-ce que je peux travailler dans mon jardin en faisant le moins d'efforts physiques puis avec le plus de confort? Alors, j'ai mis des photos en exemple. Puis, la première ici, on voit que c'est des gens qui ont fait des rangées qui m'ont l'air, selon moi, facile d'enjamber. Alors, si tu veux te rendre d'une rangée à l'autre, tu n'es pas obligé de faire tout le petit tour. Tu peux vraiment soit étendre ton bras, puis aller cultiver l'autre côté,
ou marcher par-dessus puis te rendre de l'autre côté. Ça facilite la vie. Par exemple, l'autre jardin d'à côté, il est super, là. Ça ne veut pas dire que c'est une mauvaise idée, c'est juste que ces gens-là, ça ne leur dérangeait pas de travailler accroupis ou dans des positions peut-être plus difficiles. Donc, on voit dans l'autre image la rangée ici. Ça a l'air plus difficile à s'agenouiller. Donc, je ne pourrais pas vraiment être à quatre pattes, il faudrait que je sois de côté, ça a l'air très petit. Puis aussi, par exemple, si j'ai une marchette ou si je veux laisser passer un fauteuil roulant dans mes allées, il faut que je considère l'espace à respecter pour que tout le monde puisse circuler dans le jardin. Alors ici, on voit que c'est un peu plus étroit. Puis, en plus, on voit que la personne ne peut pas vraiment étirer son bras. Il faudrait qu'elle se penche ou qu'elle pile dans la moitié du jardin. Ça dépend de nos longueurs de bras, là. Mais on voit ici que la personne va devoir contourner tout le petit bac et aller de l'autre bord. Donc, c'est vraiment votre choix à votre guise. Est-ce que vous préférez être capable d'enjamber ou que ça ne vous dérange pas de faire le tour? Donc, c'est toutes des choses à considérer. Puis, ça va prendre de l'espace dans notre jardin. Donc, ça va peut-être nous enlever de l'espace pour cultiver, mais au moins, on va être confortable. À considérer. Maintenant, on est rendu à parler des dates d'entrée et de sortie des plantes au potager. Puis ça, c'est vraiment important parce que ça va nous aider à bien choisir nos plantes, maximiser les quantités possibles, récolter à des moments différents, puis jardiner selon nos limites. Avant de rentrer dans les tableaux, j'aimerais vous parler du phénomène de contre-plantation. Et donc, un autre mot qui est utilisé, c'est plantation intercalaire. Ça veut dire que dans un certain carré, on va respecter l'espace nécessaire pour une plante de pousser, mais autour, le temps que ça passe, le temps que ça pousse, qu'est-ce qu'on fait? Bien, on peut mettre d'autres petites choses à culture rapide, puis pendant que l'autre grosse affaire pousse, on peut cultiver plusieurs petites choses autour, puis ça nous évite de gaspiller de l'espace, on peut profiter au maximum de notre espace, puis on peut récolter des choses à différents moments. Donc, pendant qu'il y a, mettons, un plant de poivron qui est en train de pousser, bien, il y a des radis qu'on peut mettre autour parce que ça prend pas tout l'espace. Puis, on va attendre que le piment pousse, qu'il prenne tout son espace, mais il y a plein d'espace à côté qu'on peut utiliser. Donc, c'est le fun d'en profiter. Puis ça nous permet de manger varié. Bientôt, on va aller rentrer dans un tableau qui s'appelle planification culturelle. Dans le Trello, et ça se peut qu'il y ait le nom aussi, information sur la planification. Donc, ça, c'est le tableau vraiment super que Rana nous a construit à partir de différents ouvrages. Puis, ça va nous aider aussi à connaître les générations. Donc, tantôt, on en parlait des générations. C'est je veux planter quelque chose, mais j'ai manqué ma date. Alors, quand est-ce que c'est la prochaine fois que je peux planter ou partir mon semis, par exemple? Donc, les générations, c'est ça exactement. C'est refaire des semis d'un même plant plus tard pour en récolter encore. Donc, peut-être que j'ai déjà parti mon ail, mais je vais en faire plus tard aussi pour en avoir encore. Ou j'ai parti des radis. Bien, par le temps qu'il soit le 1er mai, on en part. Puis là, ça s'en vient, on en aura mangé. Puis le 5 août, on peut en ressemer encore. Puis ça nous aide à continuer à manger ce qu'on aime et récolter des choses différentes au cours de la saison. Et ça aussi, ça fait partie d'un tableau qu'on va vous montrer. Puis finalement, un autre truc qui est vraiment intéressant, c'est si vous êtes un jardinier plutôt débutant, que vous ne voulez pas vous passer la tête, c'est vraiment utile et pratique de consulter des livres qui proposent des modèles de jardin. Donc, par exemple, Croque Paysage nous propose une planche de culture de 4 pieds par 8 pieds. Et puis, ils appellent ça le potager saladier. Donc, on voit qu'il y a des variétés de poivrons, des fines herbes, on voit du basilic et du persil. Ensuite, on voit les tomates, puis
c'est entre tous les plants, il y a comme des fines herbes qui sont des bons compagnons pour ces plantes-là. Puis après ça, tu as tes cocombes. Au coin, tu as les capucines. Donc ça, c'est une bonne plante pour éloigner les pestes, ça renforce vos plants. Donc, ils ont déjà tout pensé à qu'est-ce qu'on peut mettre ensemble. Donc ça, c'est quelque chose qu'on va faire à l'ado. Ça va nous faciliter la vie, puis on va essayer aussi de voir ce livre-là, qu'est-ce qu'il nous propose. Si jamais vous voulez voir ce livre-là, on peut s'arranger soit un rendez-vous Zoom ou quand le temps le permettra, un rendez-vous dehors, puis on peut vous prêter un livre. Donc, ça dépend vraiment de qu'est-ce qui va être possible par ce temps-là. Mais on a des livres à vous démontrer pour voir qu'est-ce que vous pouvez faire, qu'est-ce que vous pouvez mettre ensemble. Puis, ça fait toutes des cultures. Puis après ça, vous pouvez vous faire une salade vraiment rapidement. Ça m'enchante pas mal. Donc, je suis contente qu'on a tombé sur ce livre-là. Je remercie ma collègue Rana pour ça.